Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massilia Zone. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de DLZ dans la zone, votre podcast préféré sur l'actu de l'OM. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samy et Kylian en ce plein été, là où le mercato bat son plein, là où Mehdi Benassia et Pablo Longoria nous sortent leurs meilleures pistes. D'ailleurs, on va y réagir. Samy, Kylian, j'espère que vous allez bien. Nouveau DLZ, je vous lance direct dans le grand bain, hein. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Selon vous les gars, au vu des trois dernières pistes que sont Peshao, Wea et Obam, quel rôle attendez-vous de ces joueurs-là? Quelle piste vous intéresse le plus? Samy, je te laisse commencer. C'est des pistes et des rôles différents parce qu'on sait que le poste d'ailier gauche, en l'occurrence celui que viendrait combler Peshao, c'est un poste essentiel. On attend un titulaire là-dessus, vu que aujourd'hui t'as pas vraiment de titulaire parce que Euro a été assez irrégulier, on va dire, durant la saison. Donc là, t'attends vraiment un titulaire, un mec qui va prendre la place de numéro un. Alors que sur le poste de latéral droit, c'est déjà un peu moins évident. T'es un peu dans un rôle de numéro un bis que tu vas dispatcher entre Murillo et possible l'éventuel recrue. Donc c'est peut-être un peu moins prépondérant dans ton mercato. Et Aubameyang encore plus. Aubameyang, c'est vraiment une piste. C'est un numéro 9. Aujourd'hui, tu as un numéro 9 que tu veux clairement installer, donc c'est peut-être pas forcément l'esprit de venir lui mettre un titulaire qui viendrait jouer à sa place. Mais c'est aussi un joueur qui peut jouer ailier gauche et ça tombe bien parce que sur le poste d'ailier gauche, tu vas faire venir un joueur, mais tu sais pas forcément s'il va peut-être être performant tout de suite. Donc le fait d'avoir un Aubameyang en backup comme il peut l'être en backup sur Ribéry, il peut aussi l'être en backup sur Peshao Hero, c'est aussi pertinent. Donc voilà, je dirais Peshao, c'est peut-être le profil le plus, on va dire le plus essentiel. Et Wea et Aubameyang, même si ça reste important, c'est peut-être un peu plus des joueurs de complément dans le statut qu'ils auront. Je suis assez d'accord avec toi, Samy. Kylian, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis à peu près d'accord avec ce qu'a dit Samy. Je pense que le poste d'ailier gauche est un poste qui est très très important en vue de ce mercato. C'est un poste sur lequel j'ai énormément d'attentes aussi, parce que c'est un poste qui est très très important si on veut revenir en 4-2-3-1, et De Zerbi a beaucoup milité pour que on revienne en 4-2-3-1. Alors pour la piste Paixão, personnellement, j'ai eu la chance de le voir au stade. C'était contre Lille en Ligue des Champions cette saison. Ah ouais? Bon, forcément, son match avait été très très compliqué. En plus, le Feyenoord avait pris une petite fessée ce Oui. jour-là, Mm. donc son match avait été très très compliqué. Après, pour me refaire une idée, j'ai vu son match contre le Milan AC où il a vraiment crevé l'écran sur le match aller notamment où le Feyenoord s'impose. Moi, je trouve que c'est un joueur qui peut être très très intéressant de par ses qualités de vitesse, de percussion. En plus, c'est un joueur qui a pas peur de tenter, de tirer de loin. Ce que j'avais beaucoup reproché, notamment aux joueurs offensifs la saison dernière, c'est qu'on avait très peu de joueurs qui tiraient de loin, mis à part C'est Greenwood. vrai. J'ai trouvé qu'on tentait de moins en moins des frappes de loin. Donc un joueur comme Paixão, pour moi, je trouve que ça peut être intéressant dans ce registre-là. Et pour moi, il viendrait totalement en tant que titulaire, parce que pour moi, le poste d'ailier gauche est très, très important. Et pour moi, ce poste-là conditionne quasiment la moitié, si ce n'est quasiment presque ton mercato, car pour moi, c'est vraiment un poste qui est très, très important. Le poste d'arrière droit avec Timothy Weah, Samy disait que c'était un petit peu moins prépondérant. Moi, je pense que Timothy Weah, s'il venait à signer, je pense qu'il viendrait pour être titulaire, honnêtement. Je trouve que c'est un profil qu'on n'a pas à ce poste-là, un profil un petit peu de contre-attaquant, très bonne qualité de passe, défensivement, qui je trouve honnêtement est un petit peu plus solide pour moi par rapport à Murillo. Moi, je trouve que Timothy Weah, il a totalement les qualités Donc, d'un latéral droit piston un peu moderne, vous c'est-à-dire êtes, un joueur qui va notamment avoir beaucoup de coffres physiques, faire beaucoup de courses à haute intensité. Donc moi je trouve que ça peut être une piste très très intéressante, et pour le prix que tu peux l'avoir, je crois que c'est pour 15 millions notamment au niveau de ouais. l'obligation d'achat. C'est un renfort pour moi qui peut être très très intéressant, et moi je pense que Timothy Weah viendrait vraiment pour être vraiment titulaire à ce poste-là d'arrière droit. Et oui, pour rejoindre Samy sur Aubameyang, de toute façon, il y aura l'avis après, plus tard dans l'émission, mais moi, je pense que Aubameyang viendrait vraiment pour apporter une concurrence à Guiri, mais pas pour être titulaire.
car pour moi, Gouiri est le titulaire numéro 1 au poste de numéro 9, et pour moi, ce serait pas bon pour la progression de Gouiri, et ce serait pas bon pour son épanouissement de ramener un titulaire à sa place, alors qu'il a fait quand même 6 mois où il a quand même crevé l'écran et il a quand même permis au club de remplir l'objectif qui était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc voilà, Aubameyang, s'il vient, ce sera vraiment pour être plus remplaçant, doublure. Wea, je le vois plus comme titulaire, et Paixão également. Je vais m'attarder sur le cas Wea parce que c'est vrai que Peshao, on l'a déjà développé. Et Aubameyang, on reviendra dessus tout à l'heure sur vos avis, les gars. Sur Wea, vous êtes unanimes tous les deux sur le fait que du coup, on vient se renforcer au poste de latéral droit. Parce qu'il y avait ce doute vis-à-vis du profil qu'il était, de là où il avait joué lorsqu'il était en Ligue 1, de sa formation de numéro 9. Est-ce que pour vous, c'est incontestable le fait que ce soit un latéral droit ou c'est justement plus une piste couteau suisse qui va nous permettre de gérer l'ensemble du côté droit et même d'avoir une doublure en tant que numéro 9, Samy? Bah, il peut le faire, mais c'est toujours dans. Moi, je le rappelle souvent, Longoria est adepte de ces profils polyvalents qui peuvent remplir le besoin sur plusieurs postes. Mais moi, je pense que, comme pour répondre à ta question, principalement, il vient pour renforcer le poste de latéral droit, clairement. Après une saison, il peut se passer beaucoup de choses et sur un besoin ponctuel, que ça soit en position d'ailier droit ou même position d'attaquant de pointe, vu qu'il a quand même pas fait pas mal de matchs à ce poste-là. Moi, je l'ai connu comme ça. Il pourra aider, mais le besoin aujourd'hui pour lequel tu le fais venir, et d'ailleurs, c'est la dynamique de ces dernières saisons à la Juventus et depuis qu'il a été intronisé à ce poste-là par Gourvenec à Lille, c'est au poste de latéral droit. Donc aujourd'hui, il n'y aurait aucun intérêt à changer, ni par rapport à ton besoin, ni par rapport à la dynamique du joueur qui est installé à ce poste depuis plusieurs années. Très bien. C'est que Kylian, t'es de cet avis aussi? Je suis de cet avis aussi. Moi, je pense que voilà, c'est un joueur qui est très très intéressant, qui a un profil intéressant, parce que comme l'a dit Samy, c'est un joueur qui est polyvalent, un joueur qui est capable de couvrir tout le couloir droit, un joueur qui est capable de jouer en numéro 9 également, même si bon, je pense que mis à part vraiment de grosses absences, après on peut pas le prédire. Hein. On a vu que Gouiri et peut-être Aubameyang, du coup, s'il venait à revenir, devrait partir à la CAN. Et à partir de ce moment-là, peut-être que Wea basculerait dans un rôle de numéro 9. Mais je pense qu'il vient vraiment pour être vraiment un titulaire, je pense, à ce poste de latéral droit. Parce que Murillo a fait une très bonne saison. J'étais très très content de la saison de Murillo. Mais dans une saison avec et la Ligue 1 et la Ligue des Champions et Avec potentiellement encore un également la deuxième. Coupe de Ouais. France, voilà, avec énormément de matchs qu'il y aura à jouer, je pense que Murillo risquerait d'être un petit peu court en tant que titulaire. Donc pour moi, un Wea ne serait pas de refus, et je trouve même que il a totalement les qualités pour vite s'imposer comme titulaire à ce poste de latéral droit. Ok, bah très bien, merci les gars. À voir dans la poursuite de ce mercato si ces trois pistes se concrétiseront. C'est vraiment les plus chaudes hein, là, de ces derniers jours. Je pense que pour Wea, c'est quasi bouclé et que Peshao, c'est aussi en très bonne voie à voir pour Aubameyang. Quel rôle et quel salaire il acceptera pour être ce renfort offensif. Les gars, on va passer aux présentations cette fois des joueurs qui ont bel et bien signé dans notre club. On a eu celle de Medina hier et Angel Gomez tout à l'heure. Je vais vous demander à chacun de me parler d'un moment qui vous a le plus marqué concernant le joueur. Peut-être que je vais vous couper l'herbe sous le pied puisque je vais participer aussi. Je vais commencer pour Facundo Medina. Lorsque le joueur se dit directement en conférence de presse que son défaut c'est qu'il est trop honnête et que sur le terrain il peut être un énorme fils de, je ne dirai pas le dernier mot, ça nous montre quand même encore une fois que au niveau du caractère, alors on connaissait hein, Facundo Medina, mais on risque de voir encore sur la pelouse du Vélodrome un joueur de combat, un joueur qui, par ses excès, peut aller se faire sanctionner par les arbitres, aller dans l'excès, mais c'est le genre de joueur qui nous plaît et qui plaise au stade et qui on le découvre pas, hein, Facundo Medina, mais qu'il vienne l'assurer et le confirmer en conférence de presse. Voilà, moi ça me fait toujours sourire et c'est vrai que ça
ça m'a fait plaisir de voir ça en conférence de presse. Kylian, toi, est-ce que tu as un autre passage sur Facundo qui t'a plu? Moi, il y a un passage qui m'a plu, c'est pas sur sa conférence de presse, je crois qu'il l'a dit, mais c'est lors de la présentation officielle, quand le club a annoncé son transfert. À la fin de la vidéo, je crois, il dit que on y va à fond ou rien. Et ça, c'est une phrase Mm. qui m'a vraiment beaucoup plu. Parce que tu J'ai sens vu que c'est aussi. un joueur qui voilà, qui ne triche pas, qui va jusqu'au bout, qui donne tout et qui triche pas. Et ça c'est important. Et moi je militais pour la venue de Facundo Medina depuis déjà pas mal d'années parce que je trouve honnêtement que c'est un joueur qui a totalement les caractéristiques et totalement le caractère pour être tout simplement le chouchou du stade. C'est un joueur qui plaît beaucoup parce que voilà, il a de la grinta, il va à 2000 à l'heure. C'est un joueur qui rechigne pas à faire les efforts. C'est un joueur qui compte pas ses efforts. Donc moi je trouve vraiment que c'est un joueur qui peut vraiment faire énormément de bien. Et puis il y a aussi cette connexion avec Rulli et Balerdi qui est aussi très importante et qui est pas négligeable. C'est des joueurs qui ont joué ensemble en sélection notamment. Donc moi je trouve que il y Mm. a tout qui est fait pour que ce transfert se passe bien. En plus c'est un joueur qui est quand même habitué à la Ligue 1, qui a quand même fait 4 bonnes saisons en Ligue 1 et à Lens notamment. Donc moi je suis totalement d'accord et hypé par ce transfert-là parce que je trouve vraiment que c'est un joueur qui peut nous faire énormément de bien et c'est surtout un profil défensif qu'on n'a pas, qui peut jouer tant défenseur central, tant latéral gauche. Donc moi je trouve que c'est un joueur qui va nous faire beaucoup de bien. Samy, pour toi? Moi, c'est une déclaration où, en fait, on lui a beaucoup posé la question sur le rôle de Rulli et notamment surtout de Balerdi dans les raisons de sa venue. Mm. Et j'ai aimé comment il a calmé le jeu par rapport à ça, que ce soit en conférence de presse ou après par la vidéo de présentation, l'interview de 30 minutes faite par le média du club, où il a été aussi questionné par ça, où il dit que effectivement, ça a un peu joué, mais il a vraiment insisté, je trouve, et que c'est pas de la langue de bois, il a vraiment insisté sur, comme il dit, le projet global en général. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour Andy Gomez. Alors, je pense pas que ça soit de la communication, mais moi qui ne suis pas très fan de ce genre je trouve que c'est un peu, comment dire, c'est un peu superflu en fait de dire je vais venir parce qu'il y a des Argentins au club. Moi, je suis pas très fan de ça. Et là, le fait qu'ils disent que bah oui, c'est bien qu'il soit là, mais que lui, ce qu'il avait regardé, il a insisté, c'était le projet global. Ça m'a rassuré beaucoup C'est plus. clair. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi et surtout que dans un moment où, et en plus c'est pas fini hein, en termes de mercato, où il y a un doute qui subsiste autour du Balerdi. départ de Balerdi parce que la Juve veut faire un forcing. Si demain la venue de Medina était conditionnée à la présence ou non de son compatriote dans l'équipe, c'est vrai que c'est assez délicat si derrière tu le perds. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, sur l'impact qu'il aura dans le jeu, on y reviendra dans la partie qui suit sur l'ensemble du mercato. Et alors, concernant Angel Gomez, idem, j'ai rien relevé de négatif, hein, il n'y a rien qui m'a frustré, donc je vais aller dans le détail. Forcément, c'est lorsqu'il a parlé de mon grand ami Valentin Rongier, et qu'il a dit que lorsque lui a joué contre l'OM, c'était le joueur qui l'avait le plus impressionné. Alors, Valentin Rongier, on est sur une fin de cycle, hein, on va pas se mentir, le club l'a mis sur la liste des transferts, pour 10 millions d'euros d'ailleurs, mais je pense que c'est sa valeur. Et quand même, le fait qu'il y ait toujours cette reconnaissance, mais que ça vienne des adversaires, que ça vienne des gens du vestiaire, parce que on le dit et le redit, hein, il n'est pas valorisé et vu à sa juste valeur par le grand public. Mais quand le monde du foot rend à César ce qui appartient à César, et ben, ça me fait toujours plaisir. Donc merci Angel d'avoir valorisé Valentin. Kylian, pareil, on fait le même tour. Qu'est-ce que tu as relevé chez Angel Gomez? Est-ce qu'il y a du négatif, hein? Il peut y en avoir. J'en ai pas vu chez Medina, j'en ai pas vu chez Gomez. Toi, qu'est-ce que tu as relevé? Moi, ce que j'ai relevé au niveau de la conférence de presse de présentation de Angel Gomez, c'est surtout ses caractéristiques qu'il a données. Il a dit que c'était un joueur qui aimait beaucoup avoir le ballon, c'était un joueur technique. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui a retenu mon attention parce que je trouve qu'au milieu de terrain, il nous manquait un petit peu ce joueur un petit peu manieur de ballon, capable de distiller des très bonnes passes, capable de, voilà, d'être vraiment le joueur vraiment un petit peu
je joue un peu regista, c'est-à-dire un numéro 8, numéro 10, capable vraiment de prendre le jeu à son compte. Et c'est ce que j'attends un petit peu d'Angel Gomez pour moi. J'attends vraiment ça de lui. Je pense vraiment que c'est un joueur qui peut vraiment amener sa clairvoyance, sa qualité technique. Et voilà, c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien toucher le ballon. Et je trouve qu'au milieu de terrain, c'était vraiment un profil qui nous manquait. Donc moi, je suis plutôt content de ça, de voir que lui veut vraiment apporter ça au groupe. Et je pense que c'est vraiment un très très bon choix. Après, il y avait aussi sa proximité avec Mason Greenwood aussi. Il a quand Ouais. même beaucoup Mm. appuyé, notamment lors de sa conférence de presse, que voilà, que il était très très content de le retrouver. Et c'est bien aussi dans un groupe de voir quand même qu'on a des joueurs qui sont quand même déjà très très proches dans la vie de tous les jours avant de rejoindre le club, c'est-à-dire des Mm. joueurs qui se connaissent. Et au niveau de la cohésion, ça peut que être bénéfique. Et puis, Donc attends, donc juste voilà. Mais j'ai pour te suivre là-dessus, c'est d'autant plus important, selon moi, pour un joueur comme Greenwood, pardon, que plus que pour un joueur comme Balerdi, parce que Greenwood, il y a eu des moments dans la saison où il était esselé, mais parce qu'il s'isolait et par son foot et par sa mentalité. On a eu même des sorties de Roberto De Zerbi où il expliquait que quand ça n'allait pas, il allait parler avec son père à Greenwood. Donc je ne pourrais pas le décrire socialement, mais c'est un profil qui doit assez vite se braquer, assez vite s'isoler, et avoir ce genre de relais-là dans le vestiaire qui sont par le biais d'une relation amicale ou ça fait un moyen d'accès en plus pour toucher ta star. Et je trouve que c'est d'autant plus important quand il s'agit de Mason Greenwood et que tu as des moments sur une saison où bah, tu peux le perdre et ça te permet d'avoir un relais et de le conserver. Voilà. je suis totalement d'accord avec toi et surtout Mason Greenwood c'est quand même une personnalité qui est quand même assez réservée. On sent que c'est pas quelqu'un qui aime voilà parler, se montrer, voilà qui est pas quelqu'un qui va voilà qui va se montrer, qui va montrer ses émotions. Mm. Et le fait de ramener un joueur comme Angel Gomez, un ami à lui qui le connaît très très bien, voilà, il aura peut-être un joueur avec qui se confier quand ça ira un petit peu moins bien. Il aura une épaule sur laquelle s'épauler. Donc, je trouve que c'est une bonne chose cette proximité qu'il y a entre ces joueurs-là. J'ai vu aussi Angel Gomez qu'il a déjà, voilà, il y a plein de photos avec lui, notamment avec Delange, avec Greenwood, avec Lirola. Ils sont partis faire un paddle. C'est peut-être rien, mais c'est des petites choses qui, dans la vie de groupe et dans la cohésion, sont très très importantes. Et ça permet notamment de voir que les prestations sur le terrain suivent, parce que s'il y a de la cohésion, si les joueurs s'entendent bien, sur le terrain, ça sera beaucoup plus facile pour performer. Samy, un petit mot sur Angel. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'il soit transparent. Il a été très limpide sur ses objectifs personnels. Il a été questionné là-dessus. Et où il avait dit, lui, il avait dit que son objectif, on lui avait demandé, je crois, passe décisive ou un nombre de buts. Il avait dit, non, moi, mon objectif, c'est de jouer le plus possible. Il a C'est vraiment vrai. appuyé, insisté sur Mm. le temps de jeu. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on se posait la question, d'ailleurs, quand il a été annoncé lors de son arrivée, et enfin même on peut regarder l'effectif où on se demande un peu où il va jouer parce que Mm. milieu de terrain c'est quand même assez bien rempli avec Ibière, Rabiot dans un 4-2-3-1 éventuellement. Et on se disait au début peut-être que ça va être un joueur de rotation et moi je l'avais dit à Ariles quand on avait fait la vidéo de présentation, je lui avais dit on parle d'un joueur qui a joué 3 ans au LOSC en tant que titulaire indiscutable. Euh, il a 25 ans aujourd'hui dans la projection de sa carrière. Quand je suis libre, c'est pas de me dire je vais aller dans un club du niveau d'au-dessus peut-être ou du niveau équivalent du LOSC à l'échelle nationale pour jouer remplaçant, pour être un joueur de Mm. rotation. Donc le fait que lui confirme ça et dise que oui, effectivement, moi je viens de sortir de 3 saisons pleines. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé cette saison, mais c'était pas sportif. 3 saisons pleines au LOSC. Je viens à l'OM pour continuer sur cette dynamique et ne pas être un joueur de rotation. Peut-être qu'il le sera, mais en tout cas sa volonté c'est pas ça. Et s'il le sera, ce sera uniquement parce que il n'aura pas été capable de montrer qu'il mérite mieux. Et puis, bah, tu m'offres une superbe transition, Samy, sur la suite du mercato. Mais Angel Gomez, il a pour moi, la place la plus, pas importante, mais la plus belle à se faire dans cet effectif, parce que je ne suis pas certain non plus qu'il arrive, en tout cas aux yeux de la direction, comme le titulaire indiscutable au milieu de terrain qui va venir accompagner Rabiot et Berg. Mais c'est celui qui peut à tout moment faire la bascule parce qu'il y a vraiment une opportunité à aller chercher dans cet effectif. On est sur un mercato qui
Et selon moi, hein, qui a très bien démarré en renforçant l'axe défensif, en allant chercher, alors c'est pas encore fait, mais on se focalise dessus, un remplaçant à Luis Enrique qui est plus percutant et plus tranchant que lui, à venir un défenseur central gauche qui accompagnera Balerdi. Et donc, Angel Gomez au milieu de terrain, c'est un peu là où Valentin Rongier, on sait que c'est un cadre qu'il ne va pas rester et que Bennacer on n'est pas sûr de le conserver. Ben, Angel Gomez, il a sûrement une place à se faire. On prendra numériquement un milieu de terrain pour remplacer Rongier et Bennacer hein, s'ils partent, hein, c'est pas la question. Mm. Mais il y a vraiment une place pour lui à se faire. Et je vois mal dans un mercato où on va beaucoup dépenser, aller chercher un milieu de terrain qui lui prenne à tout prix sa place. C'est-à-dire qui clôt le débat, un titulaire indiscutable qui lui empêche de s'imposer comme les Rabiot comme l'était Rabiot quand il est arrivé. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant pour lui et que dans tous les cas, il risque d'avoir du temps de jeu. Bah, si, je suis à moitié d'accord, parce que si tu perds Rongier et ou Bennacer, encore plus si tu perds les deux, je vois mal le club se dire on va prendre un joueur de complément et on va laisser se battre avec Gomez. Moi, je pense que le club ira sur un remplaçant de poids pour remplacer ces deux-là ou un des deux. Je pense que dans leur esprit, et c'est pour ça que je trouve que sa déclaration elle est intéressante. Je pense vraiment que dans leur esprit, ils le font venir pour sur un joueur de rotation. Je pense qu'aujourd'hui, si tu demandes à De Zerbi de faire son 11, je suis pas convaincu qu'il le mette. Mais ce qui me rassure, c'est que lui, son intention, c'est pas de se contenter de ça du tout. Donc ça ne peut être que bien pour la concurrence et pour élever le niveau de cet effectif. Mais par contre, je pense que aujourd'hui, à l'instant T, après on sait, tu vois là, on parle de Rongier par exemple il y a 2 minutes, on sait que sur les saisons, tu peux avoir un avis sur un joueur au mois de juillet et puis au mois de novembre, ça finit par être un indispensable. Mais en tout cas, je pense qu'à l'instant T, c'est ça la position du club par rapport à lui. Et même tu le dis très bien, même les blessures. On avait pris Carboni et ça a été le Ouais. dossier du mercato parce qu'il fallait à tout prix que De Zerbi ait son numéro 10. Tu ne l'as pas vu de la saison. Donc c'est toujours pareil. Mais tiens, sur la cohérence du coup et la poursuite de ce mercato, selon vous, c'est quoi alors pas la priorité, mais est-ce que la forme que ça prend vous convient et qu'est-ce qu'il faut, dans quel sens il faut continuer à aller, quoi, Kylian? Moi, je trouve le mercato plutôt cohérent. Je voulais qu'on renforce l'axe défensif parce que pour moi, ça a été le plus gros point noir de la saison dernière. C'est fait. Avec l'arrivée de Facundo Medina, pour moi, qui est une valeur sûre en Ligue 1 et t'as pris quand même un prospect anglais libre de tout contrat avec Ouais. Egan Riley. Donc déjà défensivement, pour moi, tu t'es renforcé et c'est déjà une bonne chose. Même si bon, pour moi, je pense qu'il faudra encore un défenseur central pour moi supplémentaire. Ça ne Ah serait pas de oui. refus au vu de l'enchaînement des matchs. CJ, c'est le Et remplaçant de Luis Felipe, hein, numériquement, on est d'accord, c'est pour doubler voilà, c'est Balerdi. ça. Ouais, surtout que Luis Felipe risque va partir est parti même Ouais, il est parti, il est au parti. Rayo Vallecano. Donc Hmm. pour moi, il va falloir un défenseur encore supplémentaire pour le remplacer. Il va falloir aussi pour moi aussi renforcer les côtés de la défense avec donc du coup un latéral droit pour concurrencer Murillo. Et je cracherai pas non plus sur un latéral gauche pour concurrencer Merlin s'il venait y avoir des parts de Ulysse Garcia notamment. Mais sinon, non, plutôt cohérent. Je trouve que le mercato est plutôt cohérent. Moi, j'ai trouvé que je comprenais pas trop pourquoi est-ce que les gens s'inquiétaient sur la non-présence de rumeurs ou même de recrues sur la fin du mois de juin ou moitié du mois de juin. Moi, je trouve que voilà, il faut laisser le club travailler et je trouve que pour l'instant, le club, ce que fait le club est cohérent. Et là où surtout j'attendais le club au tournant, c'est la faculté de garder tes cadres et ton entraîneur. T'as gardé Ouais. De Zerbi. Au niveau des cadres, Rabiot risque de rester, Balerdi également, Højbjerg va rester aussi, Greenwood va rester. Donc voilà, donc déjà tu repars avec tes hommes de base de l'année dernière et tu gardes ton coach. C'est déjà pour moi une très très bonne chose sur le mercato. Donc voilà, même s'il reste encore quelques trucs à peaufiner, notamment au niveau de la défense et notamment au niveau de l'attaque aussi, avec un ailier gauche notamment qui serait pas de trop non plus et qui serait même pour moi la priorité pour l'instant actuellement. Mais oui, le mercato, je trouve, est plutôt cohérent parce que tu as renforcé ton gros point noir de la saison dernière et tu as gardé tes hommes forts de la saison dernière. Donc pour moi, je trouve que le mercato est cohérent.
après je te passe la parole, Samy. Je crains que après le dossier de l'ailier gauche et du latéral droit, peut-être du central gauche aussi, je l'inclus, il faille commencer à dégraisser si on veut continuer la machine en fait. Parce que t'as Bah, quand pour même. ça, pour ça, tu auras la vente de Rongier, déjà, qui risque de partir. Ouais, mais Euh, c'est quand même. Enfin, t'as encore des joueurs qui traînent dans ton effectif. Tu vois, enfin, là, il y a eu la reprise. Je pense à Mopé Lirola. Mumbagna. Tu vois, t'as quand même 3-9 aujourd'hui. Si tu fais Aubameyang, est-ce que c'est pas une condition sine qua non avant de faire Aubameyang de virer et Mopé et Mumbagna? Alors, pas par intermédiaire d'un prêt ou d'une vente, hein, c'est pas la question, mais t'as un effectif qui est assez garni et ça fait aussi partie du mercato. Je pense et je vais te lancer là-dessus en plus, Samy, à Minarit. Moi, par exemple, il était dans mes. Alors, dans la rotation, hein, mais il était dans mes compos. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait se passer d'un profil comme ça, qui connaît l'effectif, qui a déjà performé à haut niveau avec nous, qui certes a connu une blessure, mais enfin, son début de saison, euh, il n'empêche pas qu'il soit dans l'équipe. Donc, sur la cohérence et la suite de ce mercato, qu'est-ce qui, pour vous, pourrait nous faire flancher? Et vas-y, Samy, je te laisse Bah, commencer. moi, juste pour rebondir à ce que tu disais fort justement, Kylian, sur les gens qui s'inquiétaient et qui critiquaient un peu le mercato, moi je pense que s'ils réfléchissent un peu, si on réfléchit un peu, on devrait se réjouir parce qu'en fait, finalement, sur les dernières années, on était sur des mercatos très flamboyants, très dispersés, très massifs en volume, c'est-à-dire ramener un maximum de joueurs sur tous les plans, sur tous les postes et énormément se disperser parce que justement tu avais un besoin de même pas de reconstruction mais de construction où tu partais quasiment de zéro. Je pense au mercato de l'été 21, je pense au mercato de l'été 23, de l'été 22 aussi. Donc voilà, il y avait un peu cet esprit de dispersion et c'était vraiment massif. Aujourd'hui, on devrait s'en réjouir parce qu'on devrait se dire, bah là, on se disperse moins et on est sur un mercato un peu plus ciblé parce que justement, on a cette bonne base qu'on n'avait pas sur les étés derniers. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un peu moins flamboyant. Mais finalement, mine de rien, tu te rends compte que là, en début de vidéo, on a parlé de déjà quatre joueurs qui ont signé. Donc, pour moi, aujourd'hui, on est dans une logique de mercato plus ciblé et moins dispersé que ça a pu être le cas sur les étés précédents. Donc, j'étais d'accord avec toi, Kylian. Après, moi, je pense quand même que le poste de défenseur central, ça sera pas juste pour remplacer Luis Felipe, mais là, tu vas vraiment faire venir du costaud, du Ouais, solide, oui, du oui, gros oui. titulaire au poste de, On est de, de d'accord. central gauche. Ça sera un dossier très épineux une fois que tu auras évacué le dossier Peshao. Il y aura du travail là-dessus. Donc moi, mon attente déjà, ma première attente, elle est là-dessus. Et après, dans le sens des départs, je suis pas forcément inquiet. Vous connaissez mon avis sur Harit, donc je vais pas extrapoler là-dessus. Mais même sur des joueurs comme Lirola, Mopé ou Mbania, euh, peut-être pas Lirola, mais Mopé, Mbania, Merlin, on sait qu'il y a des touches. Par exemple, en Ligue 1, aujourd'hui, tu as la crise des droits TV, dans la case revenus, tu as 0 €. Je pense à un club comme Nantes, par exemple, hein, je dis ça au hasard, mais un club comme Nantes qui va perdre Ablin très sûrement, demain, tu leur proposes Mopé ou Mumbania sur un prêt ou sur une opération peu Tout à coûteuse. fait. Je pense qu'il y aura des intéressés en Ligue 1 parce que justement, il y a la crise des droits TV dans le sens des départs. Merlin, on sait qu'il a des touches. Et encore, moi, Merlin, c'est pas un joueur que je veux partir, mais s'il doit partir, on sait qu'il a des touches en première ligue ou même à Rennes. Taconé, on sait que c'est un joueur qui est quand même assez bien coté. Donc, je pense que à part Lirola, tu vas pas avoir de mal à dégraisser. Je pense que la première phase de mercato, comme souvent avec Longoria, c'est surtout de faire venir les arrivées et ensuite tu t'occuperas des départs. Donc moi, je suis pas inquiet du tout. Je suis même plutôt rassuré et content de ce qu'on voit actuellement. Ouais, c'est bien dit. Et après, malgré tout, t'es quand même à non, un mois. Ouais, moins d'un mois de la reprise. Donc, c'est sûr que sur certains Un points. mois pile, ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Samy? T'as dit quoi? Oui, oui, un mois pile. Ouais, un mois pile. Donc, Un mois pile le. de. Excuse, non, j'avais pas entendu. Donc, le dossier l'arrière gauche et du central gauche, pour moi, ça doit être bouclé pour la.
au moins la fin du mois de juillet parce que c'est prépondérant pour la suite de ta saison. Après le reste, c'est pas que c'est du rafistolage, mais c'est que ça vient en plus pour compléter ton effectif. Donc ça peut être conditionné à des départs, à des opérations qui se font fin août. Voilà. À moitié d'accord, parce que je pense que c'est pas scandaleux si tu commences ta saison. Pour moi, le central gauche, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment qu'il vienne le plus vite possible parce que clairement, si demain, tu peux mettre personne à ce poste-là quasiment. Par contre, le latéral gauche, j'ai envie de te dire, si tu commences les 2 premières journées avec ou Garcia ou Merlin, ça sera pas scandaleux. Non, je te Et parle il faut pas oublier l'ailier gauche. que ah oui, bien sûr, les gauches et le central gauche. Oui. Ouais, non, le latéral, non, du tout. Ah non, le latéral, Autant pour moi. je m'en fais pas. Et surtout que moi, je vais te dire, hein, et j'étais pas de cet avis à la fin de saison, mais je suis pour qu'on reparte avec Merlin. Enfin, du coup, a priori, ce sera Ouais. Medina latéral gauche et enfin, il y aura un autre central et Balerdi. Et moi, je suis vraiment pour qu'on garde Quentin Merlin. Merlin ou Garcia même. Et oui, et même Ulysse Garcia. Pour moi, si tu fais partir Merlin et que tu gardes Garcia en backup, c'est bon. Parce que Merlin, il a une valeur marchande que n'a pas Garcia, donc c'est plutôt intéressant de le vendre. Et Garcia, il t'a montré que ça pouvait être un joueur fiable. Bon, aucune urgence à faire partir Garcia, bien au contraire. Ah non, du tout. Tu peux même en faire un Murillo bis, même sans. Exactement. Je pense pas je pense qu'il a un plafond de verre un peu plus bas, mais tu peux faire le même style de progression pour lui. Et moi, l'idée que Quentin Merlin ne parte pas comme titulaire cette saison, ça me plaît beaucoup parce que je suis persuadé que c'est simplement un garçon qui a un gros baobab dans la main et qui, quand il se le coupera, atteindra le potentiel que tout le monde attend de sa part. Ouais, je suis d'accord. Merci pour cette partie sur le mercato, les gars. On attendra de voir ce que ça donne. Dans tous les cas, on est tous très, très hypés par ce qui se passe. C'est vrai que quand tu vois que certains jouent une compétition aux États-Unis, ça donne envie de revoir notre équipe, hein, franchement. On va passer à la partie sur Aubameyang, du coup, qu'on s'était gardé. Alors, c'est écrit dans le menu que c'est toi, Kylian, qui en parle. Bien sûr, Samy, tu pourras venir ajouter ta touche. Kylian, tu avais un avis sur la venue d'Aubameyang. C'est très bien parce que c'est ce qui a suscité le plus de questions dans la FAQ. Donc ça nous permettra d'y répondre directement. Vas-y, Kylian, écoute. On t'écoute. Alors, concernant Aubameyang, avec potentiellement un retour au club. Alors déjà, pour resituer un petit peu, Aubameyang, pour moi, est sûrement peut-être un des joueurs, si c'était même le joueur que je me suis le plus attaché, on va dire, sur les dernières années au club. Il a fait une saison, pour moi, très, très, très impressionnante, dans un effectif très, très compliqué et dans une saison très, très compliquée. Il était vraiment livré à lui-même et il a sorti des prestations hors normes, notamment en Europa League. Maintenant qu'on a dit ça, je suis pour son retour, mais pour moi, son retour ne doit pas être une priorité. Moi, je pense que le club a totalement changé par rapport à son passage il y a 2 ans. Le club est un petit peu plus structuré. Il y a des meilleurs joueurs qu'il y a 2 ans notamment. Il y aura notamment la Ligue des Champions, chose qu'il n'y avait pas il y a 2 ans au club. Donc c'est vraiment pour moi un mercato qui est très très important et c'est un mercato pour moi qui peut potentiellement lancer vraiment le projet que veut mettre en place les dirigeants avec De Zerbi. Et pour moi, Aubameyang ne doit pas être une priorité. Je pense pas que le club doit mettre absolument tous les ressorts possibles ou mettre le paquet pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang parce que voilà, Pierre-Emerick Aubameyang a quand même 36 ans. Il a quand même passé une saison en Arabie Saoudite, même s'il a fait quand même une très très bonne saison. Il a quand même gardé une très bonne condition physique. Mais pour moi, son retour ne doit pas être une priorité parce que pour moi, l'OM doit aussi avancer. L'OM doit aussi penser à l'avenir. Tu as notamment un attaquant comme Amine Gouiri. Pour moi, je suis pas du tout intéressé à l'idée que Pierre-Emerick Aubameyang vienne pour être titulaire devant Amine Gouiri. Et il y a aussi la question du salaire. À quel salaire tu le fais revenir? Et c'est là où j'en reviens encore sur le fait que l'OM ne doit pas mettre le paquet sur lui, c'est que pour moi, tu ne dois pas donner le même salaire qu'avait Aubameyang il y a 2 ans. Tout comme son rôle au club ne doit pas être le même cette saison qu'il a été il y a 2 ans.
Donc voilà, Ouais. je serais content du retour d'Aubameyang au club, hein, bien évidemment. C'est un joueur que j'apprécie énormément, une personnalité que j'apprécie énormément. Mais je pense que l'OM ne doit pas tout mettre sur lui, ça doit pas être une priorité du mercato. S'il y a possibilité de le faire, on le fait. S'il n'y a pas possibilité de le faire, on le fait pas et ce sera sans regret, en tout cas, de mon côté. Ça ressemble grandement à ces opportunités de marché dont Mehdi Benatia a le secret. Samy, de quel avis es-tu concernant Obama? Vraiment plutôt d'accord avec Kylian, notamment sur la question du salaire, hein. Pour moi, aujourd'hui, c'est évident qu'il faut il faut diviser par deux le salaire qu'il avait il y a 2 ans. S'il veut revenir, si on veut le faire revenir, il faut diviser par deux au minimum. Parce qu'on parle vraiment de quelque chose de très lourd. Ah, Et c'était puis, énorme. Ouais, je crois que c'était puis aussi, 21 millions sur 3 ans, c'est ça? c'est ça, exactement. Et puis c'est aussi une question de bon sens. Je veux dire, il avait un salaire confortable à l'OM, il a un salaire encore plus confortable aujourd'hui en Arabie Saoudite. Je pense que lui aussi, s'il veut revenir à l'OM, il peut faire un effort par rapport à tout Hmm. ça. Surtout que voilà, on le répète, hein, même en faisant diviser par deux par rapport à ce qu'il gagnait la saison dernière, enfin là, il y a 2 ans, ça serait quand même encore quelque chose de confortable et il le mérite et on n'a rien à dire là-dessus. Par contre, moi, je vois quand même deux éléments encourageants. C'est que premièrement, et tu as commencé un peu à en parler, Kylian, là, il arrive quand même dans un bateau où il y a quand même plusieurs capitaines, où il y a plusieurs leaders, ce qui n'était pas le cas à l'époque où il était livré à lui-même. Donc là, il y a des stars, il y a des étoiles, il y a des leaders, il y a Rabiot, il y a Hubière, il y a Greenwood, donc c'est plus lui la seule star. Il y a Balerdi qui a pris une aura qu'il n'avait pas forcément à l'époque. Donc déjà sur le côté pression, et on sait qu'il avait eu du mal un peu à gérer la pression au début, sur le côté pression, je pense qu'il va être soulagé de pas mal de choses grâce à la présence de tous ces mecs-là. Et puis ensuite, sur le côté qualitatif, sportif, et ça rejoint ce que je viens de dire en fait, il y a quand même plus de matière autour de lui pour le faire briller quand il jouera. Là où à l'époque, c'était quand même compliqué. On va pas refaire tout ce qui s'est passé avec Ndiaye, Sarr, etc. C'était quand même assez compliqué. Donc là, si on a un œil un peu optimiste, on peut se dire qu'il y a 2 ans, il a fait une très bonne saison sur le plan individuel en étant entouré, très mal entouré. Là, avec le matos qu'il y a autour de lui, on parlait de Péchao également, on peut se dire que même avec 2 années de plus, on peut avoir dans un rôle de rotation une bonne dizaine de buts, voire un peu plus, et aussi dans les passes décisives. Donc c'est quelque chose d'encourageant parce que effectivement, moi je suis d'accord avec toi, Kylian, pour dire que c'est un rôle secondaire et que ça ne doit pas être une priorité. Mais tu vois, il y a 5 minutes, on parlait de faire sortir Mumbania et Mopé. Donc forcément, à un moment donné, tu te poseras la question de faire venir un œuf de rotation. Et aujourd'hui, là, je parlais d'une dizaine ou d'une quinzaine de buts. Aujourd'hui, un œuf de rotation, qui te permet de mettre 10-15 buts, ça court pas les rues et quand on trouve un, c'est très très cher. Là, tu as la possibilité de le faire libre. Après, effectivement, il y a le salaire, mais ça reste quand même un joueur libre, donc qui te coûtera quand même beaucoup moins à l'achat. Donc, pour moi, c'est intéressant. Par contre, dernier point, s'il doit faire venir, si le club a décidé de le faire venir, tout à l'heure, je disais que le fait de gagner du temps sur le mercato, c'était intéressant sur certaines pistes et qu'il fallait pas trop se précipiter. Pour Aubameyang, je suis pas de cet avis-là. Si le club a décidé de le faire venir, il faut le faire le plus vite possible. Parce que moi, un Aubameyang qui vient dans les dernières secondes du mercato et qui a raté toute la prépa et qui a passé l'été à s'entraîner tout seul et qui va mettre du coup 2 mois à s'en remettre, ça m'intéresse pas. Pour moi, il doit venir le plus vite possible, là, peut-être même dans une semaine, pour faire la prépa, pour participer aux matchs amicaux. C'est vrai, je suis d'accord avec toi sur le... C'est comme, ça me fait un peu penser au coup Alexis Sanchez qu'on avait voulu faire, mais cette fois c'était plus en fin de mercato, bah, c'était l'année dernière, hein, où on voulait le retenter en numéro 9. C'est pareil, bah, c'était un peu un cas similaire, hein, une belle épopée chez nous, mais trop courte. Et le faire revenir, ça, pour apporter de l'expérience, etc., c'est pas mal, mais il faut que ce soit aux conditions salariales qui conviennent à tous. Euh, Moi, sur la partie star et vestiaire, je trouve quand même qu'il t'offre un, un renfort offensif qui est plus marquant et plus prenant que si tu prenais un simple 9 doublure. Aujourd'hui, prendre Aubameyang, ce que tu vas refléter sur la scène européenne et internationale, c'est que tu, tu sors Guiri ou
tu as des armes. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça veut dire que tu arrives armé offensivement, et c'est quand même... bah, ça fait beau à voir parce que tu vas te renforcer au fil des saisons. On sait que l'année dernière, c'était seulement l'an 1 de ce projet avec De Zerbi à la tête, mais de vraiment voir cet effectif se renforcer et se dire qu'il y a 2 ans, notre attaque, c'était que Aubameyang et qu'aujourd'hui, ça va être le numéro 3, 4 de ton attaque, ça en dit long sur la progression et c'est vrai que c'est très très excitant et t'as envie de te dire, mais qui va aller chercher sa part du gâteau où en fait? Parce que l'idée qu'avait De Zerbi au départ la saison dernière, quand il disait mais moi je veux que ce soit l'ensemble de mes attaquants qui marquent, Wai à 25 buts, il avait dit, et Greenwood à 20, et ben il va vraiment pouvoir partir sur cette base-là avec au moins tous ses offensifs à 10 buts. Parce que quand tu as des calibres comme ça, ils vont pas se contenter de petits scores. Donc sur ça, ça me plaît beaucoup après avoir le montage financier. Les gars, sur Aubameyang, de toute façon, il y a quelques questions qui reviendront dans la FAQ. On va y passer d'ailleurs. Donc, Samy, t'en avais déjà fait, hein, Kylian aussi. C'est je prends une question et selon le feeling que j'ai avec la question, je l'adresse à celui à qui j'ai envie de la donner. Donc, parfois, ça va être 2 fois ou de suite. Des fois, je ne vais pas me poser de questions. C'est quand ça m'arrange. Et là, je vais commencer avec toi, Kylian. Question de Théo Joly, 7. Ouais, parce qu'on m'a dit de dire les pseudos. Donc. Question de Théo Joly, 7. Tomiyasu pour concurrencer Murillo, est-ce qu'on prend? En sachant que je me suis renseigné, il va résilier ou il a résilié son contrat avec Arsenal. Kylian, un avis sur le latéral droit. Sur Tomiyasu, bon, en vrai c'est compliqué Tomiyasu parce que voilà c'est un joueur qui a eu des pépins physiques à Arsenal, qui a pas beaucoup joué. Donc déjà au niveau du rythme, dans quel état on va récupérer ce joueur-là si on le prend? Mhm. Ensuite, de deux, il a été libéré de son contrat par Arsenal, donc ça veut dire que Arsenal ne voulait plus le garder, donc ça veut dire qu'il y a forcément peut-être une raison. Mais moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est sur la condition physique de Tomiyasu, parce que voilà, il a pas joué depuis tellement longtemps, il a un rythme qui voilà n'est plus du tout le même par rapport à ses belles années à Arsenal, où il a quand même fait quand même quelques matchs, où il a quand même été titulaire par moment, que ce soit la saison dernière ou il y a 2 ans. Mais mais moi honnêtement je tenterai pas le coup. Je tenterai pas le coup parce que pour moi il nous faut vraiment un joueur qui soit prêt tout de suite, que ce soit physiquement et que ce soit notamment au niveau voilà de la qualité purement intrinsèque du joueur. Faut qu'il soit à 100% de ses capacités et je pense pas que Tomiyasu soit vraiment Ouais, il faut d'aplomb pour rentrer dans le moule et rentrer dans le projet tout de suite. Donc moi je ne tenterai pas parce que pour moi je trouve que c'est un pari un petit peu trop risqué de par notamment le peu de matchs qu'il a joué, notamment cette saison. Merci, Kix. Samy ou Semawar, est-ce que c'est possible? On sait que tu es informé. J'adore ces questions. Euh, Ouais, effectivement, tu choisis bien comment tu guides les questions. À voir, est-ce que c'est possible? C'était possible, je crois, l'été dernier. D'ailleurs, l'OM voulait le faire. ouais. Aujourd'hui, il paraît bien installé en Arabie Saoudite. On sait que c'est quand même difficile de se détacher des conditions de vie là-bas. Après, ça reste quand même un joueur relativement jeune, donc je pense que dans son plan de carrière, il a peut-être pas forcément fait une croix sur le fait de revenir en Europe. En plus en Ligue des Champions, donc ça lui donnerait quand même ce serait quand même une bonne opportunité. Après, là, si je me mets à la place du club, faire Oussem Aouar, dans le profil, tu viens de faire Angel Gomez dans un Bah ouais, 4-2-3-1. c'est Lui, ça. lui préfère jouer dans un 4-3-3 au poste de relayeur en 8. Je vois pas l'intérêt. Ça serait forcément un plus, mais je vois pas vraiment pourquoi te lancer là-dedans. Donc moi, non, pas forcément emballé, même si ça reste un super joueur. Question de Milo-VCNT. Je la prends. Qui titulaire entre Oba et Gouiri? Alors c'est une question qui peut se poser quand on a vu les scores, pardon, les stats d'Oba il y a 2 ans. Maintenant, aujourd'hui, la question ne se pose plus, les amis, hein. C'est bien évidemment Amine Gouiri. C'est le profil du 9 de Zerbi. C'est un joueur sur lequel il faut capitaliser pour ce qu'il est, ce qu'il représente et le niveau qu'il peut atteindre.
Et si tu viens prendre un Aubame pour le mettre titulaire, en fait, tu crames juste ton Gouiri et ça n'a pas vraiment d'intérêt, même si, attention, hein, Auba le challengera, et ça, ce sera intéressant à suivre tout de même. Ce n'est pas un simple neuf type Mopé ou Mumbagna qui rentrera pour suppléer Gouiri. Là, c'est vraiment un neuf de qualité. Alors, question de Charles Préfol. Tiens, bah, Samy, t'as regardé combien de fois le trailer du docu de la saison à venir là? Bon, c'est bien parce que les gens se plaignent du manque de contenu et finalement on a un contenu très très alléchant et qui a l'air très bien produit qui sort gratuitement en plus. Donc on ne peut que s'en réjouir et faut laisser les gens travailler et arrêter de crier au loup parce qu'on n'a pas des vidéos tous les matins de Cornelius qui nous explique qu'il a acheté qu'il a investi dans une nouvelle litière pour son chat. Donc voilà. Pourquoi Cornelius? La dernière fois, c'était Delange. Fallait bien que je change. Kiki. Alors, bon, enfin, la réponse elle est déjà dans la question, mais Greenwood peut-il rester plus d'un an de Ulysse-EVT? Moi, je pense qu'il peut rester, oui, et moi, je pense même qu'il va rester. Je pense que c'est un joueur qui a fait une très très bonne saison, même si j'étais quand même assez critique, notamment au niveau de son rendement. Mais on peut pas négliger quand même une saison à 20 buts pour une première saison en Ligue 1, c'est quand même une très très bonne saison. Il aurait même pu être meilleur buteur sur le dernier match, mais il rate, je crois, son deuxième penalty contre Rennes. Hmm. Donc voilà, je trouve que il a fait une très très grosse saison et je pense qu'il va vouloir aussi être sur la continuité, s'installer une deuxième saison au club. Mais par contre, je serais beaucoup plus dur la saison prochaine parce que j'ai beaucoup d'attentes sur Greenwood, notamment sur les matchs de Ligue des Champions et notamment sur les gros matchs de Ligue 1 parce que j'ai été un petit peu déçu de son rendement sur Ah certains oui, gros matchs, ah oui, notamment oui. de la saison. Hmm. Donc, je l'attends vraiment, vraiment au tournant et je serai vraiment très, très critique envers lui si les prestations sur les matchs qui comptent ne sont pas à mon goût et ne sont pas au rendez-vous. Question de Jean-Claude Van Damme, je la prends. Si on recrute Aubameyang, que va-t-on faire de Mopé et Mumbagna? Mopé on vend, Mumbagna on prête. Question d'Alex GNX pour Samy, tiens. Pensez-vous qu'on pourra rivaliser avec le PSG cette saison pour la seconde année de RDZ? Bah, aujourd'hui, enfin, je veux dire, la question ne mérite même pas d'être posée. J'ai envie de te dire, on est sur une équipe Voilà, je voulais une qui marche réaction plus comme sur ça. le monde, mais qui marche sur l'Europe. Donc aujourd'hui, ça serait sacrément osé de la part de l'OM, de ses dirigeants et des supporters également dans la communication de dire qu'on va rivaliser. On ne peut même pas y penser. Après, voilà, c'est une fois qu'on a dit ça, après on laisse le terrain faire et l'incertitude du football. Mais aujourd'hui, s'il y a bien une année où on ne peut pas, parce qu'on en parle chaque été, mais s'il y a bien une année où on ne peut pas en parler, c'est bien cette année-là. Donc pour moi, là-dessus, il y a aucun sujet, il n'y a aucun débat. C'est clair. Kylian, pour toi celle-ci. Si départ de Rongier et de Benasser, pardon, propose une piste. Une piste au milieu de terrain. Ouais. Pas une info, hein, une piste que tu prendrais. Allez, Une piste vu que qu'elle est je un peu prendrais écrite, si tu veux, comme je te ça laisse y réfléchir. Et comme ça, je réponds à la question qui suit. Sauf si tu l'as. une piste comme ça de tête. Bah, j'avais pensé à Jordan Henderson de l'Ajax qui est libre et qui a fini son contrat avec l'Ajax. Moi, je trouve que dans un rôle un petit peu comme Aubameyang, c'est-à-dire un rôle vraiment de remplaçant pour apporter un petit peu de l'expérience, tout ça dans un milieu de terrain qui est déjà rempli de joueurs quand même assez expérimentés, ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà, tu le signes un an ou une année, un an plus une année en option. Je trouve que le compromis peut être intéressant. Je ne demande pas non plus à ce qu'il soit titulaire indiscutable au milieu de terrain, mais je pense que c'est un joueur qui va faire ses rentrées et qui va apporter son expérience et qui peut notamment encadrer un petit peu les plus jeunes. Donc
Ouais, un Jordan Henderson, ce serait pourquoi pas intéressant, seulement dans un rôle bien évidemment de rotation et sur le banc pour apporter un petit peu d'expérience notamment. Samy, question de Fares 213, je l'aime bien celle-là. Euh, si on fait huitième de finale en LDC la saison prochaine, est-ce que c'est une saison qui est réussie en Ligue des Champions? Bah, pour moi, il manque une partie dans la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en championnat? Si on fait huitième de LDC, mais cinquième en championnat, non, la saison n'est pas réussie, vu que Non, mais l'objectif en est LDC, capital. il veut savoir si ce qu'on vise en LDC, en gros, c'est bien, quoi, huitième. Bah, huitième, dans ton objectif LDC, c'est plus que bien. Mais pour dire que ta saison est réussie, ça n'est pas suffisant, parce qu'il manque une partie. Moi, je peux pas dire demain, parce que tu as été en huitième de LDC, que ta saison, elle est réussie. Par contre, oui, si on prend juste l'objectif en Ligue des Champions, il y a la case Ligue 1, la case Ligue des Champions, la case Coupe de France, bah oui, huitième de finale, c'est objectif réussi. Mais parler de saison réussie, pour moi, il manque une partie dans la question. Merci Samy pour le recadrage. Question de Don Vladem. Je la prends. Robinho Vaz aura-t-il une réelle opportunité cette saison selon toi? Moi, c'est oui, à condition qu'on lui éclaircisse sa place, plus que lui donner. En fait, pour moi, il faut lui assurer le fait qu'il est le numéro 3 des numéros 9. Et dans ce cas-là, oui, il aura du temps de jeu à gratter, il aura des minutes sur des résultats où lorsqu'on mène 4-0 contre Auxerre, à la 78e minute, tu peux le faire rentrer. Non, j'ai dit Auxerre, mais parce qu'on a perdu les deux fois. Non, mais de ce que je veux dire, c'est qu'il aura des minutes à aller chercher en coupe, etc. Mais pour ça, il faut qu'on lui donne officiellement cette place dans l'effectif. Tant que c'est pas marqué dans le marbre, on s'en servira que à la CAN s'il manque du monde ou quand il y a des blessés, comme on l'a fait cette saison quand Wai est parti et qu'on n'avait pas encore Gouiri. Alors, euh, Kylian, tu la prends sans t'énerver. Question d'Enzos. C'est pas une question, mais j'ai l'impression que le mercato, jusqu'ici, n'est pas niveau LDC. En fait, moi, je veux poser une question. C'est quoi un mercato LDC selon les gens, en fait? Bah ouais, bah Enfin, c'est... c'est ça aussi la question. C'est quoi un mercato au niveau Ligue des Champions? Est-ce que, en fait, pour resituer un petit peu, est-ce que les supporters s'attendaient à ce qu'il y ait des stars qui viennent au club? Si c'est ça, je pense que les supporters se sont trompés d'objectifs et se sont trompés de direction. Et je pense pas que c'est la direction dans laquelle le club a choisi pour cet été. Maintenant, mercato au niveau Ligue des Champions, ça en fait je trouve que c'est brasser un petit peu du vent. On l'a vu l'année dernière, les 24 premiers en Ligue des Champions n'avaient pas des top équipes ou n'avaient pas des équipes en gros de niveau Ligue des Champions avec des stars sur toutes les lignes. Prenez juste Brest par exemple qui a fini dans les 24 premiers. Je Ouais, suis pas sûr que Brest avait des joueurs de très très haut niveau, ou en tout cas des stars montantes du football mondial. Donc ouais. voilà, donc le mercato niveau Ligue des Champions, pour moi, c'est brasser du vent en fait. Mais Pour oui, moi, c'est... déjà, qu'est-ce qu'un mercato au niveau Ligue des Champions? Parce que chacun, en fait, c'est purement subjectif. Chacun aura sa réponse à la question. Chacun trouvera un petit peu que ce mercato est niveau Ligue des Champions, que ce mercato n'est pas niveau Ligue des Champions. Voilà, c'est purement subjectif. Donc en fait, moi je pense que l'OM fait surtout un mercato pour se requalifier en Ligue des Champions et pas pour performer en Ligue des Champions. Et c'est ce que les supporters ont du mal à comprendre, c'est que l'objectif premier, ce sera de se requalifier en Ligue des Champions. Donc refinir dans les trois premiers en Ligue 1 et la Ligue Deuxième des même. Champions. Ouais. Ouais, voilà. Et la Ligue des Champions, voilà, bien évidemment que la Ligue des Champions, j'aimerais au moins passer la phase de Ligue, c'est-à-dire finir dans les 24 premiers, mais il faut que les supporters se mettent dans la tête que on va pas monter une équipe pour aller jouer la victoire finale en Ligue des Champions. On va pas monter une équipe pour aller en demi-finale ou en finale. Donc voilà, donc mercato niveau Ligue des Champions, pour moi, je trouve que c'est vraiment brasser du vent. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose pour moi qui n'a pas lieu d'être parce que pour moi, le club vise surtout une requalification en Ligue des Champions avant de performer d'abord dans la Ligue des Champions de cette saison. C'est pour ça que je t'ai donné à toi, Kiki, parce que je savais que tu avais du sang-froid malgré tout, mais si je l'avais donné à Samy, il se serait énervé. Question de FaZe Loris. Est-ce que vous trouvez que Pablo Longoria fait un bon travail? C'est pour moi celle-ci. Au-delà du fait que j'ai toujours été pour Longoria, je trouve que le retrait qu'il prend en tant que dans la stature de président est d'autant plus louable depuis l'arrivée de Benatia.
il avait une fonction avant, je dirais, de président, comment on dit? Il y a un mot pour ça. Mais président hyper-président, c'est-à-dire qu'il veut toucher à tout. Vertical. Exactement. Il veut montrer qu'il est partout, qu'il a la main dans tout, qu'il a les yeux sur tout. Et en fait, c'est absolument pas la position que doit avoir quelqu'un qui préside, et d'autant plus une institution aussi complexe que l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, le recul qu'il a et les choix hein, qu'il fait jusqu'ici, mais c'est pas que par rapport au projet. C'est tout ce qui se passe autour du club, que ce soit dans les partenariats, dans le fait de vouloir un club antenne, la formation, le lien qu'il a avec McCourt, hein, ce qui fait que McCourt est toujours autant impliqué à l'Olympique de Marseille, c'est grâce à Pablo Longoria. Ça fait des années qu'il a ce lien de confiance avec l'investisseur. Donc voilà, pour moi, c'est un grand oui. Et il apprend parce que c'est un jeune dirigeant. Et c'est chez nous qu'il fait ses armes, c'est chez nous qu'il évolue. Et aujourd'hui, il arrive à maturité dans un rôle qui lui convient, bien que ce soit un directeur sportif de nature. Hein, mais aujourd'hui, le recul qu'il a lui correspond très bien. Et les manettes sportives sont à Mehdi Benatia. Bon, Samy, et en plus, c'est la dernière question. Samy, si on fait la piste Matisse Ablin, si on fait la piste Aubameyang, pardon, qu'en est-il de la piste Matisse Ablin? Bah, pour moi, elle n'aurait plus trop de cohérence. Parce que là, t'as doublure. Et en plus, on le disait tout à l'heure, même avec les efforts qui vont être faits, c'est quand même une doublure qui va coûter un peu deux, trois sous. Donc si en plus il faut aller mettre 30 millions sur Ablin, je vois pas la cohérence. En plus, en termes de temps de jeu, ça va être compliqué. On parlait tout à l'heure de Ledou Novas qui va aller chercher des minutes. Il y a aussi le développement d'un jeune joueur qui sort de ton centre de formation que tu dois valoriser pour vendre, ce qui n'est pas le cas d'Ablin. Donc pour moi, ça serait pas cohérent de faire et Ablin et Aubameyang, tant sur le plan sportif que financier. Et puis moi, je trouve qu'Ablin aujourd'hui c'est beaucoup trop cher. Donc voilà. Merci Samy. La régie m'a envoyé d'autres questions, donc on poursuit. Toujours pour toi Samy, pensez-vous que Amin Harit peut être utile l'an prochain en doublure pour la rotation? Maxi Signo. Oui, pour moi, Harit peut être utile et je rajouterai même pas pour la rotation, il peut être utile. Il l'a montré à plusieurs reprises. Pour moi, il peut même, on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, il peut même rendre des services au poste d'ailier gauche ponctuellement. Un ailier gauche intérieur, mais un ailier gauche quand même. Il a ce côté dribbleur où il peut quand même dynamiter et par sa présence avec le ballon, son utilisation du ballon, faire oublier Greenwood et le déconnecter de l'autre côté. Au poste de 10, je pense qu'il a plus à faire ses preuves. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à faire sortir Amin Harit. C'est un joueur qui a coûté 5 millions d'euros. Aujourd'hui, je suis pas sûr que la plus-value elle serait énorme de le faire partir. Et puis moi, je suis quand même attaché à quelque chose. C'est quand même garder quand même un minimum, surtout dans une saison où tu vas jouer la Ligue des Champions, garder un minimum de joueurs qui ont un historique, un passif au club. Et Amin Harit, ça commence à faire un petit peu long. Donc il connaît un peu l'environnement, il connaît un peu le passif. On parle quand même d'un été où tu vas peut-être perdre Valentin Rongier qui lui est encore là depuis plus longtemps. Donc pour moi, c'est quand même important de garder un peu ce noyau de 2-3 joueurs qui connaissent un peu bien la maison, dans les moments forts comme dans les moments un peu plus faibles. Pour moi, c'est aussi important. En plus, en cas de retour d'Oba, ça t'ouvre quand même une possibilité devant. Par exemple, une association à 4 milieux de terrain avec un... Bon, il sortira pas souvent Greenwood, hein, mais un duo Guiri-Obam, c'est aussi possible devant, hein, qu'il soit soutenu par un Harit. Enfin, t'as un champ des possibles devant, et conserver des profils différents, c'est toujours... ça t'élargit ta palette. Kylian, est-ce qu'il faut tenter le prêt d'Hendrick? Est-ce qu'il faut tenter le prêt d'Hendrick? Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que déjà, d'un point de vue du salaire, je pense vraiment que ça doit être dans des sphères que l'OM ne peut pas atteindre, je pense. Et ensuite, de deux, je pense honnêtement que l'OM doit un petit peu plus aller chercher dans ce rôle de doublure Agueri un joueur qui voudra
pas être sur le banc, mais un joueur qui voudra s'installer dans une rotation un petit peu de numéro numéro 1 et demi. Et je pense que Hendrick, s'il venait à être prêté, ce sera vraiment pour être titulaire indiscutable et pour jouer. Et est-ce que Hendrick voudra notamment être prêté à l'OM et qu'on lui dise que il y a Amine Gouiri qui est là, donc il va falloir se partager un petit peu les tâches. Moi, je pense que non. Donc c'est pour ça que je ne tenterai pas, dans le sens où pour moi, je pense pas que le projet en lui-même de l'OM soit vraiment dans ce que recherche vraiment Hendrick pour se relancer. Même si l'OM l'avait tenté, je crois, l'hiver dernier, il me semble. Je crois que l'OM l'avait tenté l'hiver dernier, ouais. On arrive sur les 3 dernières questions, les gars, une chacun. Je commence, je poursuis. Qui sont selon vous les joueurs de l'OM à suivre durant la prochaine saison? Alors moi j'ai envie de vous dire, et surtout quand on est en période de mercato comme ça, moi j'aimerais suivre toutes les recrues, c'est-à-dire que je suis hypé par Medina forcément, Angel Gomez, la place qui va se faire dans l'effectif. Je veux voir à quel point les cadres vont renouveler leur importance. Pour moi la saison 2 de Adrien Rabiot, replacé plus au milieu de terrain dans ce poste de relayeur central gauche plus que numéro 10, on risque d'avoir, je le souhaite, hein, je ne veux pas lui porter l'œil, mais un joueur d'un niveau du calibre, par exemple, qui avait pu avoir la Sana Diarra lorsqu'il était passé, c'est-à-dire vraiment un joueur de très 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 haut niveau qui nous marquera. Je pense aussi que la saison 2 de Greenwood, mis dans de bonnes conditions, peut être mémorable. Donc j'ai envie de vous dire, il y a un peu tout à suivre chez nous, hein, l'éclosion la poursuite de la montée en puissance de Gouiri. Non, j'ai pas de joueur en particulier. Maintenant, forcément, les recrues les plus chères seront celles sur lesquelles on aura nos yeux aguerris, car dès le mois de janvier, surtout à l'OM, ça peut basculer pour certains. Avant-dernière question, et comme ça je garde la dernière pour Samy, c'est pour toi Kylian, de Gaëtan. Quelle gestion pour les jeunes? Bacola, Gaël Lafont. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu, suite à leur victoire en 2024, pardon, j'ai perdu le nom. En Gambardella. Il y avait eu cette espèce de hype, et qui était légitime, hein, parce qu'il y en avait 2-3 qui avaient fait une entrée contre Benfica. Je pense à Rayman Daou, à Gaël Lafont justement, qui avait été en plus intéressant sous Jean-Louis Gasset. Et il y avait eu en début de saison avec la... Ouais, et contre Toulouse aussi. En début de saison, avec l'arrivée de Zerbi, ce discours sur les jeunes, cette idée de lancer la formation dans le grand bain, etc. Et en fait, au fil de la saison, ça s'est très très vite, on va dire, stoppé. Pour moi, l'élément déclencheur de la fin de cette hype autour de la formation, c'est vraiment la gestion du Kenzo Sternal, qui, dès le mercato d'hiver, qui était vu comme la pépite de notre mercato, est parti tout simplement à Anderlecht, il me semble. Donc, quelle gestion pour ces jeunes-là? Sont-ils assez bons, performants pour espérer gratter des minutes? Aujourd'hui, le plus possible, je pense que c'est Robinho Vaz. Bon, je t'ai un peu volé la question, Kiki, mais qu'est-ce que tu penses de la gestion des jeunes et comment est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que la gestion des jeunes, déjà pour moi, sera beaucoup plus compliquée à mettre en place par rapport à l'année dernière. Où l'année dernière, tu n'avais que la Ligue 1 jouée et la Coupe de France, où tu avais, on va dire, peut-être plus de possibilités, on va dire, d'incorporer un petit peu tes jeunes dans une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe, dans une saison où tu te reconstruis un petit peu. Mais malheureusement, t'as pas pu le faire parce que tu as été tellement dans le stress de le finir sur le podium absolument qu'il a fallu, on va dire, mettre les joueurs les plus performants possibles pour sécuriser cette qualification en Ligue des Champions. Là, cette saison, je pense qu'il y aura beaucoup plus de chances d'incorporer encore un peu plus les jeunes parce que voilà, il y aura beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions avec la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Et moi, j'ai envie de voir ces jeunes être vraiment incorporés dans ce groupe-là. On a parlé de Robinho Vaz, Gaël Lafont notamment, le petit Kylian Abdallah aussi. Donc moi, j'ai envie de voir ces jeunes-là jouer, notamment sur des matchs peut-être, ou en tout cas rentrer sur des matchs qu'on a peut-être déjà pliés, ou sur des matchs, ou en tout cas quand le contexte le permet.
Mais oui, pour moi, incorporer les jeunes dans cet effectif-là, pour moi, doit être aussi un des points importants de la saison. Et je trouve quand même que tu as quand même largement de quoi faire avec le nombre de matchs qu'il y aura durant la saison. Dernière question, et on conclut ce DLZ là-dessus. Samy, MrFab.31. C'est peut-être la meilleure question. Pourquoi le sujet du gardien n'est pas ouvert? Les stats de Roulis sont opposés à l'impression laissée. Alors là, moi je prends pas ça. C'est intéressant. Alors, le sujet n'est pas ouvert. Il me semble que si, vu qu'il y a quand même 2, 3 semaines, on a quand même des infos qui sont arrivées sur un intérêt de l'OM pour Vulca. Donc, ça montre que l'OM n'est pas totalement insensible à la question et qu'ils sont conscients qu'il y a peut-être un travail qui devra être fait cet été ou l'été prochain parce que Roulis, déjà, il prend de l'âge. Et puis, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas forcément très perceptibles que eux ont pu faire et un diagnostic qu'ils ont pu faire. Donc, je pense que tout à l'heure, on a esquissé un peu le sujet rapidement, mais je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à ce qu'on ait une surprise à ce poste-là d'ici la fin du mercato, d'ici au 1er septembre. Donc pour moi, non, c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, je mettrais pas ma main à couper, par exemple, connaissant Longoria, que au 1er septembre, le gardien titulaire de l'OM soit Geronimo Rulli. Honnêtement, Ah ouais? ça a de fortes chances que ça soit le cas, mais je mettrais pas non plus ma main à couper. D'accord, ben, intéressant parce que c'est vrai que enfin, c'est une question qui est au-delà de la FAQ, qui avait un peu circulé sur Twitter, hein, où il y en avait qui soulevaient, surtout sur sa fin de saison en fait, à Roulier, hein, qui était beaucoup moins dithyrambique que sur sa première partie de saison. Moi, à voir maintenant, parce qu'avec les garanties qu'il a données, en fait, ce serait si lui part, je comprends, tu vois. Mais bon, je t'ai volé la question, je n'étais même pas censé réagir, mais Bah déjà pour lui, je vois pas aujourd'hui à son âge, je vois pas où il pourrait partir, je vois pas l'intérêt ah, c'est vraiment ça. de partir. Mm. Mais pour le club, pour moi, ça serait pas déconnant de prendre quelqu'un dès cet été. Et peut-être de mettre en place là un vrai système parce qu'ils ont essayé de nous vendre ça l'été dernier, mais ça n'a pas de sens. Et même c'était le cas avec le précédent gardien que j'ai pas envie de citer et Ruben Blanco, où on nous disait à chaque fois, chaque été, ça sera numéro 1 et numéro 1 bis. Euh, non, Ouais, ça va. cette expression, elle me fume. Ouais. Là, par contre, si tu gardes Roulis et que tu prends un mec sensiblement du même niveau, moi, je veux bien l'entendre le discours du numéro 1 et numéro 1 bis. Par contre, quand tu me dis Roulis et Delange, il y a le numéro 1 bis, là, par contre, je suis un peu moins emballé parce que Delange, de ce qu'on a vu, c'est pas vraiment le cas. Et Marcin Bulka, c'est de l'ordre du numéro 1 bis. Hein. Oui, voilà. Au-delà de ce qu'on peut opposer, on peut aimer ou moins aimer, mais Lucas, ça reste quand même un gardien de référence sur le plan national. Ça reste un gardien qui a quelques garanties. Pour moi, il y en a forcément un qui est meilleur que l'autre, mais on est globalement sur des gardiens du même niveau, avec des qualités différentes, mais globalement des gardiens du même niveau. Et donc là, tu peux me dire, et en plus des gardiens, on va dire, niveau Ligue des Champions, niveau Europe, on va dire. Là, tu peux me dire numéro 1 bis. Par contre, quand c'est Delange et Roulis, j'ai un peu plus de mal parce que l'écart est trop grand. Et me dire qu'il y a un numéro 1 bis là-dessus, j'ai plus de mal. Merci Samy. Les gars, merci pour ce DLZ. On a dépassé les 1 heure, hein, on est à 1h08. C'est de la perf qui perf, ça, dis donc. En tout cas, n'hésitez pas à liker, bien évidemment à repartager nos vidéos. On est très très actifs pendant le mercato. À l'instar de Longoria et Benassia, on n'arrête pas de travailler. Donc n'hésitez pas à récompenser notre travail en le partageant, en le